Alors bonjour mesdames et messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à cette semaine dans Dautré. Durant cette émission, nous reviendrons sur certains dossiers chauds de notre couverture durant la dernière semaine. Certains d'entre vous ont peut-être remarqué ou entendu parler de la disparition du four à pain traditionnel qui se trouvait sur le terrain à côté de l'église de l'île du Pas. Nous avons tenté d'en savoir plus sur cette histoire et nous vous avons présenté 3 points de vue différents sur cette histoire. On a notamment cherché à savoir si la municipalité avait été consultée dans cette affaire. Il semblerait que non, selon la version de la mairesse Marie-Pierre Aubuchon. Et je reviens avec la question tantôt, là, est-ce que la municipalité a été consultée par la fabrique avant de vendre le four? Non, la consultation n'a pas été faite par la fabrique. Dans le fond, ce que je comprends que les citoyens déplorent, c'est exactement ça, que c'était un bien commun et qu'on n'ait pas eu la chance de garder ce bien-là comme un bien commun, ce qui aurait pu être facilité en offrant, par exemple, à la municipalité une consultation. Est-ce que, selon vous, la fabrique était en droit de procéder à cette vente sans consulter la municipalité et la communauté? Je ne pense pas que mon opinion est importante sur cette question-là. Je crois que c'est d'ordre de la fabrique et c'est à eux à vérifier si c'était la bonne procédure à suivre ou non. Et nous, la municipalité, on respecte la procédure qui a été décidée par la fabrique, puis si c'était dans leur droit de le faire ainsi. Mais c'est certain qu'on aurait apprécié, puisque si c'était vraiment un bien commun, dans l'esprit de le garder comme bien commun, on aurait pu être collaborateur dans l'histoire. Mais dans tous les cas, la municipalité respecte le choix de la fabrique. Et si la fabrique vous avait consulté, est-ce que la municipalité aurait offert d'acheter le four, par exemple, le mettre sur le terrain du bureau municipal? Est-ce que ça, c'est une avenue que vous auriez pu envisager? Bien, c'est certain que quand c'est venu à notre attention, donc ça a été un sujet, on a été interpellés de s'exprimer sur la question et de prendre position par les citoyens. Donc, on a amené la discussion autour de la table avec les conseillers. C'est vrai qu'il y avait une unanimité immédiate là, pour l'éventuel achat là, du four à pain, de le déménager même sur un terrain de la municipalité. Ça aurait été une possibilité certainement. Puis, nous vous présentons un autre son de cloche sur cette histoire qui cause des remous à l'île du Pas, une entrevue avec le président de la Fabrique Saint-Laurent, Daniel Roy. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord pourquoi et comment le four est disparu? Tout simplement, le four à pain était vraiment un bien appartenant à la fabrique de Saint-Laurent maintenant. Et nous avons eu une offre à un moment donné de personnes qui voulaient se procurer ce four à pain. Nous, on a regardé les écrits, tout ce qu'il y avait, puis il n'y a rien qui nous indiquait que ce four à pain-là appartenait à quelqu'un d'autre, à une propriété autre que la fabrique. Il n'y avait vraiment pas de document spécifique. Alors, ce qui fait que le conseil fabrique est souverain en tant que tel, donc il peut décider sans vraiment consulter les paroissiens donc pour un objet qui n'est même pas ecclésial, hein, comme un four à pain. Alors, et tout ça. Donc, on a pris une décision. Ça a pris un certain temps, parce que la demande, ça faisait quand même assez long. Ça faisait peut-être plus qu'un an qu'elle avait été faite, là, puis ça avait été refusé. Puis, à un moment donné, on a accepté. Donc, cette demande-là, vu que la pandémie, vu que l'hiver arrivait, puis on savait qu'on était obligé de fermer, puis réduire le chauffage, puis c'était un peu nous aider aussi. Ça n'a pas été des sous énormes, là, mais nous aider quand même pour le chauffage durant l'hiver. Donc, pour réduire, vu qu'on ne peut pas être dans le bâtiment là, à cause de la pandémie. Alors, et on s'était aperçu durant l'année, là, ce n'a pas été ça qui a été l'impact de notre décision principale, là, mais on s'était aperçu que quand même on n'avait plus de contrôle sur l'utilisation du four à pain qui nous appartenait. Il y avait beaucoup de personnes qui l'utilisaient sans permission.
Donc, alors, ce qui fait qu'à un moment donné, ça, on a pris acte de cela durant l'année. Mais en fin de compte, on a dit, ben, il nous appartient. Il n'y a pas rien qui nous dit qu'il ne nous appartient pas. Puis on peut en disposer comme on veut, vu que ce n'est même pas un bien qui sert à l'Église en tant que tel. Donc, ça. On a vérifié, hein, voir si c'est un bien communautaire, un bien civil, puis il n'y a aucune indication. Même s'il y a eu une subvention à un moment donné, bien, donc publique, bien, ça n'empêche pas là, de procéder à cela. On peut prendre des subventions, on peut réparer les églises, puis on peut y vendre une pièce après. Donc, ça ne change rien. Là. Alors, donc voici. Donc, il y a eu quand même une décision qui a été prise souverainement par le Conseil de fabrique. Puis maintenant, ça appartient à des personnes dans l'île du Pas. Donc, vous dites qu'il y avait déjà eu un premier refus lorsque cette offre avait été faite d'acheter le four à pain. Est-ce qu'on sait pourquoi il y avait eu un premier refus? Il n'était pas prêt à le vendre. Il n'était pas prêt. Tout simplement. Donc, non, il voulait laisser ça là pour l'instant. Il ne voulait pas toucher à ça. Donc, tout ça. Alors, et à un moment donné, ben, il y a une décision qui a été prise. C'est beaucoup en lien avec la pandémie au bout du compte. Et le fait de dire, bon, ça va nous faire un peu plus d'argent pour cet hiver, c'est tout. Donc, et combien cette vente a rapporté à la fabrique? Non, je ne peux pas divulguer ça. C'est parce que nos décisions, nos résolutions ne sont pas publiques. Alors, je ne peux pas divulguer le montant. On a eu un certain montant, donc tout ça, qui va aider. Mais ce n'est pas ça qui va faire payer tout notre chauffage, c'est sûr. Si on prend un peu de recul, là, comment la construction de ce four avait été financée? Vous avez évoqué le fait qu'il y avait eu de l'argent public qui avait il y avait eu de l'argent public qui avait été mis, puis la fabrique aussi avait investi à ce moment-là. C'est ce qui m'a été rapporté. Mais il n'y a aucun écrit qui le prouve officiellement parce qu'il n'a même pas été mis dans les minutes des fabriques. Donc, c'est tout ce que le monde dit par-ci par-là, les souvenirs des personnes, là, parce que je n'ai même pas de documents pour prouver tout ça. Là. Donc, la fabrique, on le sait, qu'on peut le prouver. On peut prouver qu'il y a eu un chèque d'émis, ça, on peut le prouver. Là, mais ça, moi, je n'étais pas là dans le temps. Combien la fabrique avait investi dans ce projet? Dans ce temps-là, je pense que la fabrique avait investi peut-être quasiment de 100 $, elle-même. Puis la subvention, je ne sais pas, on me dit environ 2000 $, mais je n'ai pas vu de facture, rien en lien avec ça. Si on va sur le site de la MRC d'Autrey, dans la section sur le Fonds Culture et Patrimoine de la MRC d'Autrey, il y a effectivement une photo de ce four à pain, laissant suggérer que la municipalité, les fonds publics, il y avait une partie de ce four-là qui avait été... qui avait servi à la construction. Maintenant, lorsque vous avez pris cette décision, est-ce que vous avez consulté la municipalité? Bien, il n'y a rien qui, comme je vous dis, dans nos écrits qui demandait de consulter quelqu'un ou non. Donc, dans la loi des fabriques, le seul moment qu'on doit consulter les paroissiens, c'est quand on vend une église, une chose comme ça, ou qu'on fait des élections de nouveaux élus. C'est les seuls moments c'est exigé de consulter. En dehors de ça, toute décision, on n'a même pas d'affaire à avoir un avis des paroissiens. Donc, c'est ceux qui sont élus ont à décider pleinement. Ils représentent l'ensemble des catholiques, puis ils décident, c'est eux qui administrent. Donc, ça n'a pas été considéré ni de consulter les paroissiens, ni de consulter les élus de la ville, de savoir si eux, par exemple, auraient pu être intéressés d'acheter le fameux four? Non. Je veux dire, il n'y avait pas d'exigence dans ce sens-là de le faire pour nous. Donc, vu que c'était un bien qui nous appartenait. Ça n'appartient pas à la communauté, ça n'appartient pas à la municipalité, ça appartient juste à la fabrique. Mais vous n'êtes pas posé la question, est-ce que, par exemple, la municipalité pourrait égaler l'offre ou peut-être même faire une offre supérieure pour le four? Non, les mariés ont décidé d'accéder à l'offre qui avait été proposée, tout simplement. Et selon vous, quel type de message cette vente sans consultation, ça envoie aux gens du village?
Bien, il n'y a aucun message qui a été voulu là, de réaliser à travers cela. Donc, c'est une décision tout simplement de la fabrique, comme on en prend dans d'autres choses, tout simplement. On n'a pas voulu faire du tort à personne, c'est peut-être pas ça qui était en cause. Là. Mm-hmm. Donc, ça nous appartenait, puis on avait le droit d'en disposer, donc en tout temps. Est-ce que la municipalité aurait, par exemple, pu acheter le four, le déplacer sur le terrain du bureau municipal? Est-ce que ça aurait pu être une solution envisageable? Bien, ça aurait peut-être pu se faire si on aurait été à un moment donné, s'il y aurait eu quelque chose sur la table dans ce sens-là. Mais en consultant les municipalités, peut-être qu'eux vous auraient fait une offre? Bien, c'est parce que ça n'existe pas, le processus de consultation dans la fabrique, c'est pour ça. Tout simplement, pour des items comme ça. Alors, je peux pas répondre à ça. La loi des fabriques est très claire. Mm-hmm. Je peux pas aller outre ça, moi. Et est-ce que vous comprenez que c'est une disparition là, qui cause du mécontentement et de la division dans la communauté? Ah, il y a des réactions, comme qu'il pourrait y avoir des réactions pour d'autres décisions aussi, là. Donc, dans une communauté, c'est déjà arrivé dans d'autres choses, là. Il y a toujours du monde mécontent, des fois, dans certaines décisions. Ça arrive. Et est-ce qu'avec du recul, vous considérez que c'est une décision qui s'avère judicieuse? Bon, donc, ça, l'histoire le dira par la suite. Là. Nous, par la suite, on verra. Là. Je ne sais pas exactement. Donc, peut-être qu'il aurait fallu peut-être réévaluer autrement, peut-être. Ça se peut. Donc, tout ça. Mais pour l'instant, si tu veux, donc la transaction est faite. Donc, les décisions ont été prises. Et là, est-ce que ça pourrait être envisageable, par exemple, que la fabrique reconsidère sa décision, qu'elle contacte la nouvelle propriétaire en termes de voir si c'est possible de faire marche arrière? Bien, je pense pas qu'en ce moment que c'est faisable. Non. Donc, la décision est prise, on peut pas. Puis les propriétaires sont propriétaires. Tout est payé. Donc, on ne peut pas revenir comme ça. Là. Si les propriétaires, ils veulent pas, ils veulent le garder, on ne peut rien faire. C'est nous autres qui avons pris notre décision. Donc, c'est tout. Donc, on ne peut pas aller plus loin que ça. D'autres choses que vous voulez ajouter à ce sujet en terminant? Non. Donc, je pense que ça dit ce qui s'est passé complètement. Là. Donc, dans cette décision par rapport au four à pain à l'île du Port. Merci, M. Roy, d'être venu en studio nous expliquer la décision de la fabrique. Très bien. Voici maintenant une entrevue avec des citoyens de l'île du Pas mécontents de cette vente et qui ont accepté d'en parler devant la caméra. Amélie Drainville, citoyenne engagée de la municipalité de l'île du Pas. Et je n'ai pas participé à la construction du four à pain, mais je l'ai bien utilisé quand même. Madame? Moi, Jocelyne Drainville, je suis née ici. J'ai passé ma jeunesse ici et je viens de revenir cet été, mais j'ai quand même suivi toutes les activités de l'île du Pas, de la paroisse et de la municipalité depuis toutes ces années-là. Et monsieur? Marcelo Martin, je suis citoyen de l'île du Pas. Je participais au comité socioculturel des Lipasiens à l'époque en faisant partie directe du projet du four à pain parce que c'est moi le boulanger. À l'époque, c'est moi qui ai eu l'idée de donner des ateliers de boulangerie à l'époque qui a donné l'idée de créer un four à pain pour la municipalité. Et je participais directement de la levée de fonds pour le bâtir et de l'idée, toute la conception du four à pain à l'époque. Justement, pouvez-vous expliquer comment ça a fonctionné pour le financement du projet? Donc, à l'époque, on faisait partie on était le comité socioculturel. C'était une branche de la fédération qui existait dans le but c'était une 12e tentative d'acheter l'église par une organisation sans but lucratif pour prendre possession de l'église et s'en occuper de l'église. Le comité socioculturel, on faisait des événements et des levées de fonds pour soutenir l'église et aider l'église. Donc, avec les fonds qu'on levait, une partie on mettait de côté pour aider dans les dépenses d'église. Une autre partie, c'était pour un fonds de roulement pour garder les activités qu'on organisait vivantes. Avec les ateliers que j'ai eu, l'idée de donner des ateliers de boulangerie, on est venu avec l'idée de bâtir le four à pain pour avoir non seulement une place pour faire cuire le pain, mais aussi pour avoir une autre place de rassemblement au village. Parce que
l'église, c'est notre seul monument et les fours à pain allaient avoir un plus pour réunir la communauté. Donc, on a fait une demande de subvention à la MRC du Fonds de patrimoine culturel qui nous a donné 2000 $. Et les restants de l'argent étaient ramassés avec les ateliers de boulangerie qui j'ai donné. J'ai donné plusieurs. Tous les ateliers étaient pleins. Et on peut, avec l'argent des événements qu'on avait organisés à l'époque. Plus une petite subvention de BMR pour des matériaux et de la municipalité aussi. Oui, la municipalité a aidé un peu avec les matériaux et BMR a donné les bois pour bâtir la base du four à pain. Donc, tout cet ensemble d'argent-là qui était ramassé pour la communauté, par la communauté, parce que la journée de bâtir le four à pain, c'était un gros party. Il y avait un événement de métis, il y avait un événement dans l'église dans le même samedi, il y avait la construction du four à pain. La construction du four à pain a attiré tellement de monde. Il y avait des citoyens qui mettaient vraiment les pieds dans l'argile, mélangeaient avec les mains la paille avec l'argile. Il y avait vraiment un gros rassemblement, une belle corvée de toutes les familles. Là, je vois. Il y avait de toutes les familles des îles rassemblées. C'était le but de notre travail. Et c'est ça qu'on voulait que ça reste pour toujours ici. Et c'est ça notre but à l'époque et c'est ça qu'on voulait qu'il reste comme héritage pour nous. Si je comprends bien, là, il n'y a eu aucun argent qui a été investi par la fabrique dans le projet. Là. Effectivement, la fabrique a... Pourquoi la fabrique a été invitée à participer? Parce qu'à l'époque, le comité socio-culturel n'était pas encore un organisme à but sans lucratif. Donc, on avait besoin pour demander la subvention à la MRC d'un organisme pour faire cette demande-là. Donc, on a demandé à la fabrique d'utiliser son nom pour faire cette demande à la MRC et un document qui prouve les intentions l'objectif du four à pain, c'est cette demande de subvention qui a été faite à l'MRC. Et l'MRC a ce document-là qui explique c'est quoi les objectifs du four à pain. Donc, la fabrique, on a demandé ça au nom de la fabrique parce que c'était un travail conjoint de la fabrique et de la communauté pour aider à l'Église et que ce four à pain-là reste pour la communauté. Donc, c'était ça le but. Si je peux vous parler peut-être un peu de comment on a appris la nouvelle. En fait, ça fait à peu près 2 semaines là, qu'on a appris de la part d'un marguillier qu'on ne pouvait plus utiliser le four à pain parce qu'il avait été vendu et qu'il appartenait maintenant à un particulier. Sur le coup, on a été très choqués d'apprendre ça parce que ça nous a fait remonter plusieurs années en arrière, puis ça nous a fait revivre des émotions qui étaient des émotions de joie à l'époque, puis des émotions de tristesse aujourd'hui, parce que c'est comme si tout cela avait été occulté ou oublié. Puis c'est ça, nous on comprend pas que les marguilliers aient pu avoir cette attitude aussi, disons, je sais pas comment dire ça, une attitude de ne pas avoir donné l'importance que le four à pain avait pour la communauté quand ils ont songé à le vendre. Pour nous, c'est pas acceptable que des gens qui défendent une institution religieuse comme l'Église catholique, qui défend des valeurs d'amour et de partage, décident de vendre un bien qui avait été construit par la collectivité pour la collectivité. Je comprends pas ça. Et cet été, dans ma boîte aux lettres, j'ai reçu une demande de dîme, là, parce qu'il manquait d'argent. Mais quand tu manques d'argent, tu vends un bien, tu ne le vends pas au plus offrant. Je me demande en quoi c'est vrai qu'il manque vraiment d'argent. C'est quoi cette administration-là? Moi, ça m'inquiète. Ils vont-tu vendre l'Église morceau par morceau? Le curé, lors d'un reportage, a même dit que ça faisait 1 an qu'il se faisait approcher par la personne qui l'a acheté pour l'acheter
En un an, ils n'ont jamais pensé de consulter les paroissiens, ils n'ont jamais pensé de consulter la communauté autour. Puis les bénévoles qui avaient participé. Les bénévoles qui avaient participé, tout le monde qui était impliqué, puis en plus, il était utile, plusieurs personnes s'en servaient, c'est pas qu'il n'était pas utile. Je comprends pas. Je comprends pas cette administration-là. Puis moi, je comprends plus le rôle de la fabrique. Le rôle de la fabrique, c'est-tu de protéger, d'administrer une bâtisse? C'est-tu de propager la bonne nouvelle dans l'Église catholique? Ou c'est de semer la discorde comme ils font là? Je sais pas. Je sais plus, c'est très, très, très inquiétant. Puis je pense que c'est d'autant plus inquiétant parce que le four à pain, c'est un événement, mais disons, c'est la goutte qui fait déborder le vase puis qui ramène tout le monde en arrière dans des mauvaises expériences de gestion de ce bâtiment-là à grande valeur communautaire qu'est l'Église. Puis on se questionne sur est-ce que ces gens-là sont en mesure de nous assurer que ce bâtiment-là, qui nous est cher, va être sauvegardé tel quel, va pouvoir continuer d'exister au fil du temps, que cet hiver, le chauffage du plancher ne va pas geler parce qu'ils vont avoir été capables de payer pour le chauffage. Si ça ne chauffe pas cet hiver, tout pète, là. Il va falloir tout réinvestir. Donc, moi, j'ai beaucoup de craintes envers les gens qui s'impliquent à la fabrique. Puis, je pense qu'il y a un fossé qui s'est creusé au niveau de la confiance qu'on avait en ces gens-là et leur capacité de gérer, d'administrer notre Église. Donc, vous considérez que la communauté aurait dû être consultée, la municipalité aurait dû être consultée? Ouais. La municipalité aurait dû être consultée, la communauté aussi, puis on a eu des confirmations de la part des conseillers municipaux puis de la mairesse en place que s'il avait été consulté, la municipalité aurait fait une offre de son côté aussi. Nous, de notre côté, on se serait aussi cotisé si on nous l'avait offert pour essayer d'offrir encore plus. Puis c'est sûr qu'on aurait offert plus pour l'obtenir. Mais on n'a pas le montant exact. Ils refusent de nous le dire. C'est fait tout en cachette, c'est supposé être public, puis on n'est pas capable de savoir le montant exact. On a deux valeurs qui étaient mentionnées à droite puis à gauche, puis on ne sait pas la valeur. On a la valeur la plus... Une des valeurs, c'est 2 quêtes. Mais ça vaut combien de quêtes? De nos jours, ça ne vaut plus grand-chose à l'église de l'Île-du-Pas. Puis c'est ça, ouais, on le sait. Mais ce qu'on sait, c'est qu'au départ, le four à pain, il y avait une valeur d'environ 3800 $. Oui, à peu près. C'est de ça qu'on parle. Mais la valeur émotionnelle est beaucoup plus grande. La valeur collective est encore plus grande. Même si le curé a dit qu'il était brisé, peu importe s'il est brisé, c'est un sentiment d'appartenance très grande qu'on a pour cet objet, dans le sens que c'est une unicité de la communauté qui est brisée. On voit des questionnements beaucoup plus grands qui s'élèvent et qui, pour moi, comme citoyen de la communauté qui travaille fort pour l'unicité, pour la communauté, j'ai d'autres projets ici, là, comme les centres d'art qui j'implique. Je veux réunir la communauté et je ne veux pas la diviser. J'ai l'espoir, une chose comme immigrant ici, et comme le seul immigrant de l'Île-du-Pas, une chose qui m'attriste beaucoup, c'est de voir toujours des projets être divisés dans le but juste d'être divisés, parce que des gens ont des visions différentes et qui n'avancent pas. Est-ce qu'on pourrait travailler ensemble pour grandir ensemble, pour partager? On n'a pas besoin d'être pareil, on n'a pas besoin de voir les mêmes choses, mais on peut grandir ensemble pareil, en respectant, en partageant nos différences, parce que c'est pour ça que le monde est beau, c'est pour ça que les choses sont belles, parce que nous sommes différents et parce que nos valeurs sont différentes, mais on peut partager ça et grandir ensemble, avec du respect, avec du partage et partageant nos valeurs. Il y a plusieurs paroisses qui ont fait avec leur église des églises multifonctionnelles qui continuent avec le culte. Lors du reportage, le curé disait « c'est trop compliqué, il faut désacraliser ». Pourquoi nous autres, on n'est pas capables, puis d'autres sont capables? C'est au niveau des valeurs que ça coince. Puis il y a des gens qui... je pense que le curé a été assez limpide là-dessus. Les gens qui sont là présentement veulent garder l'Église pour le culte et pour le culte uniquement.
Mais je pense que si on regarde l'assistance qu'il y a dans l'Église présentement pour le culte, c'est vraiment d'aller foncer droit dans le mur, de se cantonner à cette vision-là, puis de ne pas laisser la chance aux gens qui proposent quelque chose de différent de s'exprimer, puis d'essayer de trouver des portes de sortie qui vont plaire à tout le monde, puis qui vont intégrer cette vision-là de conserver le culte, parce qu'à la base, c'était sa mission première. Mais je pense qu'on doit penser à des stratégies pas mal plus d'envergure pour que le financement de cette église-là soit assuré. Et la religion, c'est pas juste entrer et sortir d'une église. La religion, c'est tout ce qui est autour aussi de l'église. Ouais, ça peut être deux visions qui s'unissent ensemble et qui font que la religion fonctionne. C'est le partage, c'est l'entraide, c'est l'amour. Mais là, c'est la division. Puis honnêtement, moi, de savoir qu'un curé de notre paroisse dit que l'Église, présentement, est en très bon état, ça m'inquiète beaucoup. Parce que si lui-même n'est pas au courant qu'il y a de l'eau qui coule puis que les murs craquent, ben qui est-ce qui va réagir face à ça? C'est très inquiétant. Oui, on regarde la fondation ici, là, juste à côté de nous, qui est toute craquée. C'est inquiétant. On veut travailler ensemble. On tient la main aux gens et on veut être là pour travailler ensemble avec tout le monde. On a prouvé aussi avec les années qu'on peut ramasser des dons, là, des subventions, et des subventions qui ont été refusées. Plus de 100 000 $ qu'on a laissé tomber. Hein? 150 000. 150 000 $, oui. 166 000 $ qui ont été refusés. C'est exact. Oui, qui était laissé tomber en 2015. Mais que des bénévoles étaient allés chercher là, avec beaucoup d'investissement de temps, mais malheureusement, parce qu'il y a des gens qui étaient réfractaires, ils ont été obligés de dire aux organismes subventionnaires merci, mais non merci. Puis ça brise le cœur. Est-ce que vous avez un message concernant le four à pain à adresser au conseil d'administration de la fabrique? Le message que j'aimerais dire, que l'attitude est inacceptable. Ils sont élus et ils ne représentent pas, l'action ne représente pas la communauté, ne représente pas la majorité de la communauté. Venez nous rencontrer. On est ouvert au dialogue. On a déjà proposé au curé et aux mariés de faire une rencontre avec le conseil de fabrique pour qu'on puisse s'exprimer des deux côtés et tenir un dialogue. Donc, cet appel au dialogue est lancé. J'espère qu'on obtiendra une réponse. Et est-ce que vous avez un message que vous aimeriez adresser aux personnes qui ont acheté le four à pain? Non. Parce que nous autres, peu importe la personne qui a acheté le four à pain, on ne dénonce pas cette personne-là. On dénonce l'attitude de la fabrique, on dénonce la manière que l'action a été faite. La personne qui a acheté au four à pain, peu importe que ce soit moi, ce soit mon voisin, ce soit une autre personne d'une autre municipalité, on ne dirige pas cette personne-là. On dirige à l'attitude, donc on donne l'attitude de la fabrique et de l'administration de la fabrique, le conseil des mariés de la fabrique qui ont agi sans consulter la communauté et qui ont agi pour eux-mêmes sans représenter la communauté qui les ont élus. Et qui n'ont vraisemblablement pas profité non plus de l'occasion pour faire un bon coup d'argent pour passer à travers l'hiver. Mais peut-être que les gens qui ont acheté le four à pain, aujourd'hui, voyant la réaction, peut-être qu'ils regrettent, peut-être qu'il y a des possibilités de faire marche arrière, on ne sait pas. L'avenir nous le dira, mais pour l'instant, nous, notre objectif, c'est de faire passer le message qu'on n'est pas content de comment ça s'est passé, puis qu'on souhaite qu'à l'avenir, ça se passe différemment, puis qu'on puisse régler cette situation-là d'une manière pacifique et dans l'harmonie, malgré la colère qui nous habite présentement. Travailler en catimini, c'est pas une solution. Ouais. C'est pas une solution pour unir une communauté, c'est pas une solution, c'est même pas une solution dans la religion. Surtout quand on est une communauté de 600 habitants, hein, c'est facile de diviser le monde comme ça. Puis, tu sais, c'est pas la première fois non plus là, qu'on voit des attitudes comme ça qui divisent la population. Là, elle ne dit pas
c'est pratiquement systématique à chaque fois qu'il y a un projet, même si ça implique pas d'investir de l'argent des citoyens qui viennent de leur poche, même si personne n'est forcé à s'impliquer, que le projet se fait de lui-même, on trouve quand même du monde pour s'opposer, sans avoir posé les bonnes questions aux personnes concernées. Donc, c'est vraiment choquant. Puis j'espère que les personnes à qui le chapeau fait, qui vont le mettre. Puis qu'on va pouvoir arrêter à un moment donné de juste taper sa tête puis de regarder vers l'avant pour bâtir des projets. Oui, on veut travailler ensemble, on veut bâtir une communauté unie, on veut bâtir une communauté de partage, une communauté qui travaille ensemble. On est dans une place qui est belle et on vit des moments difficiles. C'est on n'a pas besoin d'être divisé. On a déjà une période qui être ensemble, c'est déjà difficile. Pourquoi qu'on va diviser et ajouter plus encore pour être plus encore difficile? On n'a pas besoin, là. C'est le moment d'être ensemble, de profiter du moment qu'on peut faire quelque chose pour soulager la détresse qu'on vit déjà à cause de la pandémie. On va essayer de faire mieux qu'on peut là, pour être mieux. On n'a pas besoin d'ajouter d'autres choses pour diviser. Donc, l'appel que j'ai fait, essayons-nous ensemble de bâtir une communauté plus unie, plus agréable et faire différent. J'appelle à la nouvelle génération de mettre ensemble et de bâtir nous ensemble une nouvelle génération à l'île du Port, plus unie, plus agréable, qui voit les choses différentes pour laisser à la nouvelle génération qui s'en vient, aux petits qui grandissent, une communauté plus agréable, sans chicane, plus unie, parce qu'on est capable de le faire. On est capable de changer ça. C'est ça qu'on aimerait inviter aussi. Si les acheteurs du four à pain communautaire sont à l'écoute et veulent s'exprimer dans un sens ou dans l'autre, ils peuvent bien sûr communiquer avec la station et il nous fera plaisir de les interviewer. Cela dit, on se déplace maintenant à Lanoraie. Nous avons diffusé en début de semaine la réponse du maire de Lanoraie, Gérard Jean, à la missive d'un groupe de citoyens mené notamment par Martin Lavallée et qui interpelle le Conseil, entre autres en lien avec le type de développement qui devrait être permis ou non à Lanoraie. Et lors du Conseil de novembre, le maire Gérard Jean a tenté de leur répondre. Il y a certains citoyens qui nous ont partagé leur inquiétude concernant certaines inquiétudes qu'ils ont, puis je vais vous les nommer, les inquiétudes là, qui concernent la fenêtre qu'on a sur le fleuve, ici à Lanoraie. Concernant l'héritage, on sait qu'on a quand même un héritage ici de patrimoine, de maison patrimoniale, notre environnement naturel, notre qualité de vie. Bon, on a eu ces commentaires-là, ces inquiétudes-là. Je vous dirais que récemment, on a rencontré, moi et M. Gagné, 4 personnes, justement, qui nous avaient fait part de leurs inquiétudes. Ça concernait particulièrement un garage qui a été construit au 432 rue Sainte-Marie. Ce garage-là, bon, il y a certaines personnes qui prétendaient que c'était pas conforme qui pensaient pas, qui pensaient que c'était pas conforme au PIA, au plan d'implantation et d'intégration structurale. On leur a expliqué que c'était conforme, puis qu'on ne peut pas, à partir du moment où c'est que c'est conforme, on ne peut pas empêcher. Puis le règlement du PIA, ça répondait à tous les critères du règlement du PIA. Donc, on ne peut pas empêcher ça. Il y a eu aussi des commentaires concernant une construction qui va se faire sur la rue Sainte-Marie. Donc, ça aussi, là, ça amenait certaines inquiétudes pour les gens qui ont peur que les passants sur la rue Sainte-Marie perdent leur vue sur le fleuve. Mais comme j'expliquais à ce moment-là, aussi, on nous avait parlé d'une clôture qui est à côté du quai, là, la propriété à côté du quai, qui était une clôture avec intimité, qu'on nous demandait de contraindre le propriétaire à ouvrir sa clôture à faire plus ajourée pour qu'il y ait une vue sur le fleuve. Comme on a expliqué à ces gens-là, c'est qu'on ne peut pas contraindre les propriétaires qui sont sur le bord du fleuve à se contraindre concernant leur propriété
juste pour donner une vue sur le fleuve. Bon, on sait que oui, dans le plan directeur, oui, ça a été mentionné qu'autant que possible, la municipalité préserve la vue qu'on a sur le fleuve. On sait qu'on est une municipalité qui est particulièrement choyée d'avoir une vue aussi belle sur le fleuve tout le long de la route 138. Bon, mais ce qui concerne les terrains de la municipalité, on a toujours fait en sorte de préserver cette vue-là sur le fleuve. On a juste à penser, lorsqu'on a installé la piscine, on l'a fait en conséquence de ne pas nuire sur le fleuve, la vue sur le fleuve. Concernant le PIA, bon, il y a des gens qui nous avaient manifesté antérieurement le fait que le PIA était très sévère et que les gens n'avaient pas eu de commentaires à dire, les gens qui demeurent dans les secteurs du plan d'implantation et d'intégration architecturale. On est intervenu en 2017, on a adopté, on a modifié le règlement pour l'améliorer, pour en améliorer plusieurs choses qu'on a fait en sorte que c'est moins complexe. Donc, tout ça pour dire que les gens qui sont mentionnés sur ce papier-là, on va leur répondre par écrit à chaque personne qui sont mentionnés dans ça. Comme ça, tout le monde va avoir la même réponse. Parce que là, nous constatons qu'on a rencontré 4 personnes, c'est-à-dire moi et un conseiller. Puis j'ai l'impression que le message n'a pas été transmis de façon adéquate. Bon, évidemment, je vais vous dire honnêtement, là, je pense qu'il y a un peu de politique en arrière de ça, là, dans le sens qu'on le sait, on s'en va en élection l'année prochaine. Je sais que, bon, il y a certaines mouvances qu'on ne voyait pas antérieurement, qu'on voit ces derniers mois. Moi, je vous dirais, ceux qui pensent qu'on n'a pas satisfait l'ensemble de la population, ben, ce que je vous dirais, ben, présentez-vous l'année prochaine, il va y avoir des élections. Si vous pensez que la population n'est pas satisfaite, vous aurez l'opportunité de faire de votre mieux, puis faire votre maximum comme nous, on a fait depuis qu'on est là. Moi, ça fait 11 ans, c'est ma 12e année que je commence ce mois-ci au conseil municipal. J'ai toujours donné le meilleur de moi-même au niveau du service que je rends à la population. J'ai toujours fait en sorte que l'ensemble de la population soit satisfaite. J'ai toujours vérifié, moi je suis une personne de terrain, je l'ai mentionné souvent, j'ai vérifié sur le terrain, je parle à beaucoup de gens, puis si les gens pensent que les personnes ne sont pas satisfaites, moi je peux vous dire qu'on a toujours vu, est-ce que le développement de l'ANORED, d'ailleurs c'est la prochaine question qui vient d'un monsieur, attendez une minute, monsieur Martin Lavallée. Bon. C'est une question de M. Martin Lavallée qui demandait concernant le développement, puis je pense que c'est lui qui nous a envoyé ça. Mais je pense pas que c'est lui qui nous a envoyé ça, là. Ce genre de questionnement-là, ces inquiétudes-là qu'il partage avec ses concitoyens, puis qui nous demandait, mais moi je peux vous assurer que le développement qui s'est fait à l'ANORED, c'est toujours fait en phase avec le plan directeur. Bon, là, c'est sûr qu'on travaille avec le plan directeur 2017-2021. À un moment donné, on parlait du plan directeur 2002. 2002, je peux vous dire qu'en 2017-2021, on s'est aperçu que le plan directeur 2002, qui avait été reconduit en 2009, je crois, il n'était plus à jour. Là. Fait qu'on l'a mis à jour en 2017. Il se termine en 2021. On va voir ce que la population peut se prononcer. Puis à ce moment-là, ben, écoutez, si on peut faire de quoi pour améliorer, je pense que personne ne peut être contre l'amélioration. Concernant les développements qui se fait à l'ANORED, je l'ai mentionné à plusieurs reprises. On l'a mentionné quand il a été question du débat qu'on a fait par rapport à l'agrandissement de l'école. Comme vous savez, ça a valu la peine que le conseil municipal s'implique avec la population, qui, comme j'explique souvent aux gens, la population, c'est eux autres qui ont le pouvoir, c'est eux autres le vrai gouvernement. Nous autres, on est juste leurs représentants. On essaye de faire du mieux qu'on peut. À tous les fois que je me couche le soir, je peux vous dire que j'ai l'esprit tranquille parce que je fais mon meilleur pour ma population. Puis je peux parler au nom de l'ensemble des membres du conseil.
Je suis convaincu que c'est aussi ce qui se passe pour l'ensemble des membres du Conseil. Donc, pour revenir à ça, oui, effectivement, on a toujours fait en sorte là, de respecter, oui, puis j'étais avec ce qu'on a fait par rapport à l'école, bien, je pense que ça apporte des fruits. Je l'ai mentionné à ce moment-là, qu'on avait encore de la place à Lanoraie pour développer. C'est pas que le conseil municipal veut développer ou ne veut pas développer. C'est qu'à Lanoraie, on a environ de la place pour peut-être autour de 500 propriétés. C'est des terrains qui sont déjà dézonés, que votre conseil municipal ne peut rien empêcher quand le développement se fait en conformité avec toutes les lois, tous les règlements de la municipalité. Je veux dire, on peut faire notre possible pour faire en sorte que ce soit le moins, qu'il y ait le moins de densité possible. Mais comme vous savez, comme je vous ai déjà parlé de l'orientation 10 du gouvernement provincial, l'orientation 10, ça concerne la densité. Donc, nous, on est privilégiés à Lanoraie. Ce n'est pas encore rendu ici, mais on sent quand même une pression. C'est évident. Concernant la densification, on le sait, là, tout le monde connaît l'étalement urbain. Bon, puis c'est rendu pas loin de chez nous. Mais on ne peut pas développer plus que les 500 ou 600 propriétés qui peuvent rester, mais inquiétez-vous pas, il n'y en a plus de territoire qui se dézone. La CPTAQ refuse systématiquement de dézoner, puis de toute façon, votre conseil municipal n'a pas l'intention de dézoner quelque zone que ce soit, à part ce qui a déjà été dézoné. Puis je vous dirais que c'est au début des années 2000 que ça a été dézoné. La dernière intervention de la CPTAQ, qui est la Commission de protection du territoire agricole, s'est faite autour de l'année 2009-2010, où est-ce qu'on a dézoné des îlots, des petites parcelles qui restaient ici et là, qui ont été dézonées, mais ça n'a pas vraiment d'impact, les îlots déstructurés, sur le développement de la municipalité. Mais je peux vous assurer qu'on a à cœur le développement de la municipalité. Et comme je vous dis, là, on va répondre à tous ces gens-là, on va répondre par écrit, on va expliquer pour enlever les craintes de tout le monde. Puis ceux qui pensent qu'on n'a pas fait un bon travail, bien, bienvenue dans la famille, puis vous avez juste à vous présenter l'année prochaine, novembre 2021, pour ceux qui sont intéressés. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée. On va adopter la dernière résolution qui est la levée de la séance. Donc, M. Boisjoli, vous proposez? Oui. Est-ce que j'ai un secondeur? Mme Castonguay, seconde. Donc, le vote, Mme Brissette. D'accord. M. Boisjoli, vous êtes d'accord? Mme Martin? D'accord. M. Gagné? Vous êtes d'accord pour la fin de la séance, M. Gagné? Oui. Oui, d'accord. OK, il n'y a pas de son. Mme Bellil? D'accord. Mme Castonguay? Donc, c'est unanime. Bon, je vous remercie, puis je vous remercie, CTRP, d'avoir contribué au film, parce qu'effectivement, il nous est arrivé des petits avaries dans la dernière séance, mais c'est pas toujours évident. On essaye de faire le mieux qu'on peut. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Merci et bonne soirée. Nous avons ensuite reçu en studio Martin Lavallée afin qu'il nous explique pourquoi, selon lui et son groupe, c'est carrément l'héritage de Lanoraie qui serait en danger. En quel sens l'héritage de Lanoraie serait-il en danger, selon vous? Qu'est-ce que vous craignez concrètement? Bien, en fait, ce que notre regroupement, nous, on craint, c'est ce qu'on constate aussi, parce qu'on a des craintes, mais ces craintes-là sont fondées sur des constats. Ce qu'on constate depuis quelques années, c'est que la Lanoraie se développe vraiment très rapidement. Et selon nous, pas de façon cohérente. Il n'y a pas de vision d'ensemble qui se dégage de ce développement-là. Ça se développe un petit peu de façon anarchique, un petit peu, on laisse tout le monde faire un peu ce qu'ils veulent. Puis, ces changements-là qui se font très rapidement, eh bien, on trouve qu'ils se font de façon non transparente.
Souvent, c'est sous le couvert de règlements qui sont incompréhensibles pour la plupart des citoyens. C'est le règlement PR 999 qui fait en sorte que les citoyens ne sont pas au courant des changements qui vont survenir, qui sont à venir dans la municipalité, puis qui se lèvent un matin puis qui constatent qu'il y a une pelle mécanique qui est en train de détruire des arbres. Il y a une pelle mécanique qui est en train d'arracher un terrain pour faire un projet résidentiel, alors qu'on n'en a pas entendu parler et on n'a pas élu nos conseillers municipaux, notre conseil municipal, on ne l'a pas élu pour cette raison-là. Alors, changement rapide, sans transparence et aussi de façon non démocratique parce qu'on sent qu'il n'y a pas de consultation des citoyens. Il n'y a pas de consultation des citoyens sur ces changements-là à venir. On n'implique pas les forces vives de la Norelle, qui est sa population, on ne l'implique pas dans ces changements-là qui surviennent. Alors ça, c'est notre constat et nos inquiétudes, c'est qu'on constate que ça va de l'avant. Alors nous, notre regroupement, on s'est réunis cet été parce qu'on s'est dit que là, cet été, il est arrivé deux choses. Premièrement, il y a, sur la rue Sainte-Marie, qui est une belle rue à Lanoraie, qui est notre carte postale. Là, les gens qui arrivent de l'extérieur, qui viennent à Lanoraie, voient ça, puis trouvent vraiment que c'est une belle rue avec un cachet champêtre, une vue sur le fleuve. Et puis, sur cette rue-là, en ce moment, bien, on est en train de boucher tous les trous possibles sans respecter. D'ailleurs, cette rue-là est réglementée par un plan d'intégration et d'implantation architecturale, un PIA. Et puis, malgré ça, eh bien, on sent que le conseil laisse aller un petit peu cette rue-là, un peu n'importe comment, sans respecter l'essence de ce qu'elle est. Et il y a eu aussi cet été, il y a eu une partie de la parcelle de la forêt, de notre forêt, qui a été harnachée en partie, et alors qu'elle était protégée. Ça a été deux sonnettes d'alarme là, qui ont fait en sorte, qui ont mené à la création de notre regroupement cet été. On s'est dit que là, il fallait agir. Alors, on a demandé une rencontre avec le conseil municipal pour faire part de nos préoccupations. Puis ça, c'est pas la première fois qu'on les interpellait. Là, on les interpellait en 30 regroupements, mais chacun individuellement, c'était déjà arrivé qu'on avait de diverses façons essayé de sonner une sonnette d'alarme sur nos préoccupations, sur nos inquiétudes, puis ça a tout le temps resté lettre morte. Alors là, on s'est dit que peut-être si on se regroupait en tant que citoyen... Il y a combien de personnes dans ce fameux regroupement? On est 7 dans le regroupement. Okay. On est 7 personnes, 7 citoyens qui viennent de divers horizons. Il y en a qui sont retraités, il y en a qui sont natifs de Lanoraie, il y en a d'autres comme moi qui arrivent depuis quelques années seulement. Mais on en partage cet amour-là de notre village tel qu'il est. On reconnaît qu'il y a des choses à améliorer des fois, mais on aime notre village dans son cadre naturel tel qu'il est. On ne sait pas dans une banlieue qu'on a décidé de vivre, dans un village rural. Mm-hmm. D'ailleurs, la plupart de nos concitoyens partagent cet avis-là. Ils l'avaient exprimé dans le plan directeur 2016-2021. On y reviendra, ça d'ailleurs, là-dessus, parce que je crois que le maire, lui, qui respecte l'esprit de ce plan directeur-là, mais nous, on est d'un avis contraire. Alors, on s'est réunis et puis on s'est dit que là, il fallait sonner une sonnette d'alarme auprès des élus. On a convoqué une réunion, on leur a demandé une rencontre avec eux. Tout l'été, il n'y a eu aucune réponse à notre demande. Finalement, ça a eu lieu récemment, là, la rencontre. La rencontre a eu lieu le 22 septembre. Tout l'été, on n'a pas eu de réponse. Au début septembre, au conseil municipal qui se faisait devant caméra à cause des mesures sanitaires, là, il y a certains membres de notre regroupement qui sont allés interpeller le maire directement devant les caméras en disant « Allez-vous donner suite à notre demande de rencontre? » Alors là, devant les caméras, il a été obligé de dire « Oui, on va donner suite. » Et puis, le 22 septembre, on a été convoqués. Moi, j'étais pas là. J'ai pas pu être là car je pouvais pas cette journée-là, mais il y a d'autres membres de notre regroupement qui ont participé. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, au moins, de calmer nos craintes, nos inquiétudes, ça a eu pour effet de les renforcer, je dirais. Vous n'êtes pas satisfait des réponses? On n'était pas satisfait des réponses. On a demandé, on a fait part de nos préoccupations. On a eu pour réponse comme quoi qu'il n'y avait aucun pouvoir et c'était pas de leur ressort ce qui se faisait à Lanoraie, puis qu'ils ne pouvaient rien faire pour stopper ça. Alors ça, venant des élus de notre municipalité, les élus de la population, on a trouvé ça inquiétant. Et on a demandé aussi, devant le développement rapide de Lanoraie, on a demandé quel était le plan de développement de la municipalité, qu'ils le disent ouvertement, que nous, on s'en va vers ça. Alors là, on a eu pour réponse que on va en parler avec les conseillers, on va vous revenir là-dessus, et puis ils ne sont jamais revenus là-dessus. Alors là, soit c'est deux choses, soit que d'un, ils n'en ont pas de plan de développement, et puis que tout ça confirme que ça se fait de façon anarchique, ou deux,
ils ne le disent pas leur plan de développement, alors ça, c'est aussi inquiétant. Alors, suite à cette rencontre qui n'a pas apaisé nos craintes, on s'est dit, bien là, si on ne sait pas assez un regroupement de cette personne, bien on va rédiger une lettre et puis on va demander à nos concitoyens s'ils sont d'accord avec nous, puis s'ils veulent signer cette lettre, co-signer cette lettre-là avec nous pour l'envoyer au conseil municipal. Et puis, on a fait le tour, ça n'a pas pris de temps. Nous autres, on avait ciblé le chiffre symbolique de 100 pour avoir le nombre de signatures. Et puis, ça n'a pas pris de temps qu'on a eu les concitoyens. On s'est aperçu qu'on n'était pas les seuls là-dedans, que nos concitoyens partagent les mêmes craintes, font les mêmes constats que nous. Puis, ça n'a pas pris de temps qu'on a eu nos signatures. Vous avez eu plus de 100 signatures finalement? On a eu près de 100 signatures. Je crois qu'on était à 97, mais là, ça continue là, depuis qu'elle a été diffusée puis que ça a passé dans le journal d'Action d'Autrey. On reçoit des courriels encore pour des gens qui veulent ajouter leur nom. Là, je crois qu'on est au-dessus de 100. Là. Puis ça va continuer probablement. Si les gens veulent voir le texte, est-ce qu'il est quelque part sur Internet? Ou? Le texte, bien là, il a été repris en partie et il va être disponible bientôt sur Internet pour que les gens puissent... Dans le journal l'Action d'Autrey, ils ont repris des bribes de notre lettre. Mais là, on s'apprête bientôt à la diffuser intégralement puis à inviter les gens qui partagent parce que qui partagent notre point de vue, à ajouter leur nom à la liste des signataires. Parce que là, ce qu'on se constate lors du dernier... Vous allez créer un site web? Qu'est-ce que vous allez faire? On est en pourparlers là-dessus. Là, ce n'est pas encore arrêté, mais il va y avoir d'autres actions parce que la réponse du maire à notre lettre au dernier conseil municipal, ça a été d'écarter du revers de la main notre démarche comme étant quelque chose de politique. Oui. OK? Ça, c'est une belle façon d'écarter tout dialogue, de dire, bon, ben ça ne vaut pas la peine de s'y arrêter, c'est politique de toute façon. Alors qu'en fait, c'est citoyen. Moi, ça nous a beaucoup... ça a confirmé ce qu'on pensait, mais en même temps, ça nous a beaucoup troublés parce que quand on est maire d'un petit village et qu'il y a 100 citoyens qui nous interpellent pour dire qu'ils ont des craintes, ils trouvent qu'il y a quelque chose qui cloche, bien, la moindre des choses, c'est de montrer de l'ouverture, puis de se dire, peut-être faire preuve d'humilité aussi, puis de se dire, peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il va falloir qu'on discute, et puis, mais non, là ce qu'on voit, c'est, on écarte du revers de la main, puis on dit, c'est politique, donc on n'y accorde pas d'importance. Je trouve que c'est faire preuve de peu d'écoute de ses citoyens. Et là, quelles sont les actions que vous aimeriez voir le Conseil prendre là, à brève échéance, à moyen terme? Bien, on aimerait premièrement qu'il soit ouvert, qu'il y ait une plus grande ouverture, qu'il y ait un dialogue, et puis que peut-être qu'on se dise, bon, bien là, si les gens, il y a peut-être un peu plus de consultations à faire sur les prochains projets. Il y a d'autres projets résidentiels qui ont en plan, peut-être voir à ça, peut-être voir aussi, bon, les gens sont inquiets aussi du patrimoine, de la préservation du patrimoine naturel, du patrimoine bâti, ce qui est notre héritage à Lanoraie. Hein. On est un village qui est dans un cadre naturel, qui a un beau patrimoine bâti à mettre en valeur. Dans le dernier plan directeur, il y avait la revitalisation de la rue Notre-Dame qui était demandée. Ça n'a jamais été... la rue Notre-Dame est laissée à elle-même pendant qu'on pousse il y a des projets résidentiels qui poussent comme des champignons partout. Mais l'essence du village est laissée à elle-même pendant ce temps-là. Fait que il y aurait peut-être écouter les citoyens, leurs préoccupations, puis plutôt que de rejeter ça du revers de la main, c'est bon, il y a peut-être d'autres choses à faire finalement que de juste du développement, grossir. Peut-être les gens ont d'autres aspirations pour leur village. Puis ça, bien, ce serait déjà un bon pas en avant. Vous l'avez évoqué tantôt, lors de l'Assemblée tenue à huis clos au début novembre, le maire a laissé sous-entendre qu'il y avait peut-être une intention politique derrière cette démarche-là. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui songent à se présenter peut-être à prochain scrutin comme conseiller, comme maire, peut-être la formation d'un nouveau parti politique à Lanoraie? Est-ce que c'est des choses qui sont en discussion? Écoutez, au départ, notre démarche, elle est purement citoyenne. On s'est rencontrés cet été, il n'y avait aucune arrière-pensée derrière ça. C'était des citoyens de divers horizons qui, comme je vous l'ai expliqué, qui se mobilisent pour faire avancer les choses pour l'avenir de leur village. Là, avec ce qui se passe en ce moment, je ne vous cacherai pas, oui, j'ai reçu une invitation pour moi personnellement. Pour les autres, il n'y a pas rien. Moi, j'ai reçu depuis après notre démarche, j'ai reçu une invitation pour faire partie d'une équipe pour les prochaines élections. Alors, c'est quelque chose sur lequel je réfléchis beaucoup, surtout depuis les derniers moments où est-ce que j'ai vu la réponse
que je vois qu'il n'y a pas de volonté de vouloir dialoguer, il n'y a pas de volonté. En tant que citoyen, je m'aperçois que je n'ai pas ce pouvoir-là de faire bouger les choses. Alors, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je vais dire oui à cette demande-là? J'y songe sérieusement. Mais en même temps, c'est complètement différent de notre démarche qu'on fait là. Moi, c'est pas la première fois. J'ai déjà été impliqué en tant que citoyen dans un comité d'urbanisme à Lanoraie. J'ai déjà fait, dans ce comité d'urbanisme-là, j'avais fait part de mes préoccupations qui sont les mêmes qu'on fait en ce moment. C'était en 2018. J'ai fait part de j'ai des procès-verbaux ici où est-ce qu'on dit clairement tous mes propos. Et à l'unanimité, les 5 autres citoyens qui faisaient partie du CCU, du comité consultatif d'urbanisme, partageaient mes préoccupations et on avait demandé une réponse de la part du conseil municipal. On n'a jamais eu de réponse de suite à ça. Pourtant, il y avait Mme Nathalie Martin qui siégeait au conseil et qui était chargée de faire le lien avec le conseil municipal. On n'a jamais eu de réponse. C'est tout le temps resté lettre morte, ces préoccupations-là. Alors, ce que je fais en ce moment, c'est aucunement politique, c'est citoyen, comme je l'ai toujours fait. J'ai déjà écrit des articles aussi sur mon blog. J'avais un blog, j'avais écrit des articles sur Lanoraie. C'est quelque chose qui m'a tout le temps préoccupé. Et puis là, la démarche qu'on fait là, c'est l'ultime aboutissement de plein d'occasions où est-ce qu'on n'a pas eu de réponse à nos préoccupations. Fait que pour l'instant, notre démarche, elle est uniquement là-dessus. Mais voyant comment la tournure des événements, voyant qu'on n'a pas de suite à nos demandes, bien peut-être qu'éventuellement, le choix qui va s'imposer à moi, ça va être de dire, bien là, il faut que tu y ailles. Mais pour l'instant, on n'est pas là, puis c'est complètement autre chose, c'est complètement dissocié de ce que je fais en ce moment. Et l'équipe qui vous a approché, c'est qui l'équipe qui vous a approché? Bien, ça, pour l'instant, j'aimerais mieux garder ça parce qu'il n'y a rien d'officiel encore, donc pour cette équipe-là non plus. Donc, j'aime mieux garder ça pour ces personnes-là le diront quand elles auront envie de le dire. Et pour l'instant, pour ce qui est de la démarche citoyenne, là, vous demandez quoi? Une révision du plan directeur de développement de Lanoraie? Mais non, le plan directeur, il est là. Et ce que dit le plan directeur 2016-2021, que le maire, dans sa réponse dernièrement, disait respecter, mais le plan directeur 2016-2021, ce qu'il dit, c'est que les gens de Lanoraie habitent ce village-là. Première position, parce que c'est un milieu rural et paisible. Deuxième position, parce que on a un bel accès au fleuve Saint-Laurent. Et troisième position, pour la qualité de vie villageoise. Alors, quand le maire dit que ce qu'il fait en ce moment à développer, à grossir Lanoraie, ça répond aux attentes du plan directeur, c'est faux. Et dans ce même plan directeur 2016-2021-là, ce que les gens disaient, c'était « Est-ce que l'offre en habitation vous convient, mesdames, messieurs? » Et les gens à 88,7 % avaient répondu « Oui, l'offre en habitation nous convient. » Et donc, depuis ce temps-là, le conseil municipal lui a autorisé 2 projets résidentiels et est prêt d'en autoriser un 3e. L'offre à l'habitation est carrément pas pour les gens de Lanoraie, elle est faite pour grossir le village et ainsi de suite. Donc, on ne répond pas aux attentes du plan directeur du tout dans ce que fait le conseil municipal depuis quelques années. Et si des gens habitent Lanoraie qui se sentent rejoints par certaines des préoccupations que vous énoncez, est-ce qu'il y a un moyen justement d'avoir accès à ce fameux texte que vous avez rédigé, de vous contacter? Oui, bien c'est ça. Écoutez, dans les prochains jours, la lettre va être disponible sur les réseaux sociaux. De quelle autre façon aussi, là, comme je vous ai dit, c'est pas arrêté encore, ça va venir, mais cette lettre-là va être disponible et les citoyens vont pouvoir nous rejoindre. Il y a une adresse courriel qui est par amour pour Lanoraie, tout en un mot, sans espace, sans point, par amour pour Lanoraie, @gmail.com. Alors ça, les gens peuvent s'inscrire là-dessus. Ils peuvent me contacter aussi en privé sur ma page Facebook ou peu importe, mais par amour pour Lanoraie, @gmail.com, ça c'est l'adresse de notre regroupement où est-ce que les gens peuvent ajouter leur nom s'ils partagent nos préoccupations. Puis, comme d'ici quelques jours, la lettre va être disponible pour l'ensemble des citoyens. Et est-ce qu'il est prévu qu'il y ait une autre rencontre avec le conseil municipal pour faire le point à nouveau, voir comment ça peut évoluer? Moi, j'ai lancé l'invitation. J'ai parlé avec un conseiller en privé et puis j'ai dit notre regroupement, on attend une rencontre officielle, une invitation officielle et une rencontre pour dialoguer à la suite de ça. Mais quand on entend le maire au dernier conseil écarter ça parce que c'est politique, mais là on se dit elle ne viendra peut-être pas cette rencontre-là.
Donc là, on est en train de regarder pour d'autres choses, pour justement faire grossir notre groupement, faire grossir le nombre des signataires. À un moment donné, on ne pourra pas ignorer le nombre si les gens partagent nos préoccupations, on ne pourra pas ignorer la population comme ça, là, indéfiniment. Tenez-nous au courant avec plaisir. De vos démarches pour qu'on puisse tenir au courant là, nos auditeurs qui s'intéressent à ce qui se passe à Lanoraie. Parfait, je vous remercie beaucoup de l'invitation. Merci. Voilà, c'était cette semaine dans Dautré. Bien sûr, pour davantage de nouvelles, vous pourrez retrouver nos 5 bulletins de nouvelles produits cette semaine sur la page YouTube de CTRB. Vous pourrez aussi y retrouver d'anciennes entrevues réalisées avec plusieurs acteurs du milieu dans la section Initiatives de journalisme local. Excellente fin de journée à tous nos téléspectateurs et à la prochaine!